Les mains arthritiques de la femme de 72 ans se figèrent sur le volant. Ses doigts noueux crispés alors que son vieux pick-up, Ford Bronco, dérapait brusquement avant de s'immobiliser dans un crissement assourdissant. Devant elle, sous une pluie battante, une voiture de police venait de basculer et de s'écraser dans la rivière Clarkston, un torrent gonflé par la tempête, ses eaux bouillonnantes avalant le véhicule comme si c'était un simple jouet. Le thermos de café de Margaret Doyle tomba sur le plancher avec un fracas métallique. Le véhicule retourné ne flottait pas. Il coulait à pic, aspiré vers les profondeurs glacées. Kaiser, son berger allemand au pelage noir et fauve, se lança hors de la fenêtre ouverte avant même que Margaret ne réalise ce qu'elle voyait. 75 livres de muscles et de puissance frappèrent la surface de l'eau avec un fracas qui couvrit presque le grondement du courant. Le jeune officier prisonnier dans la voiture immergée avait à peine 3 minutes avant que l'eau glaciale ne transforme l'accident en tragédie. Les réflexes d'agent fédéral de Margaret, enfouis depuis 30 ans, rejaillirent en un éclair. Elle sortit en trébuchant de son camion, son regard d'analyste de scène s'activant comme au premier jour. Pas de traces de freinage sur la route, aucun débris autour, rien qui ressemble à un accident classique. Quelqu'un avait provoqué ça. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, observant Kaiser lutter contre le courant pour rejoindre la voiture en train de sombrer. « Qu'avons-nous découvert là? Et pourquoi le numéro de cette plaque réveille-t-il en moi un souvenir que j'avais juré d'oublier ?» Avant de continuer, dis-moi d'où vous regardez cette histoire. Écris ton pays en commentaire. Voyons jusqu'où peut voyager ce récit de loyauté, de douleur et de rédemption. Margaret, surnommée Maggie par ceux qui l'avaient connue, n'aurait jamais cru que sa retraite aurait le goût amer du café instantané et de la solitude. À 72 ans, cette ancienne analyste comportementale du FBI vivait entre les murs de son modeste chalet de montagne, rationnant autant ses courses que ses conversations. Sa pension mensuelle de 1240 $ peinait à couvrir la mensualité de son prêt immobilier, un prêt qu'elle devait encore honorer seule depuis la mort de son mari, Andrew. La notification de saisie collée à sa fenêtre de cuisine lui rappelait chaque matin une vérité cruelle. Même les héros vieillissent et finissent oubliés. 3 ans de veuvage lui avaient appris que le silence pouvait être plus assourdissant que n'importe quel coup de feu. La maison en rondin, qui avait résonné des rires d'Andrew pendant 37 ans, n'abritait plus que le tic-tac régulier d'une vieille horloge et le pas discret de Kaiser sur le plancher usé. Elle l'avait trouvé 2 hivers plus tôt, tremblant de froid au bord de l'autoroute 8, sa maigreur trahissant des semaines de faim. Mais ses yeux ambrés, d'une intelligence troublante, reflétaient une douleur que Maggie reconnaissait trop bien. « À mon âge, chaque lever de soleil passé avec toi est une bénédiction », lui murmurait-elle chaque matin. Et lui, comme s'il comprenait tout, venait déposer ses pantoufles au pied de son fauteuil, sa queue battant avec l'énergie d'un chien qui croit encore aux missions importantes. Leur rituel était devenu sacré. Café au lever du jour, pilules soigneusement rangées dans leur semainier, puis une marche dans les confins de la réserve nationale voisine où Maggie faisait office de gardienne bénévole. Kaiser n'était pas juste un chien. Il était son partenaire, sa famille, son thérapeute silencieux. Il savait combler les espaces vides où auraient dû résonner les rires d'enfants et les voix de petits-enfants. Maggie avait consacré sa vie au bureau, pourchassant les monstres que les autres préféraient ignorer, pendant qu'Andrew attendait patiemment son retour. Jusqu'au jour où son attente avait pris fin, laissant Maggie seule avec ses souvenirs et ses cauchemars. Les dettes, elles, n'avaient pas attendu. 86 000 $ restaient dus sur un crédit qu'elle n'aurait jamais imaginé supporter seule. À cela s'ajoutaient des factures médicales, preuves humiliantes de son corps qu'il abandonnait petit à petit. Mais son orgueil l'empêchait d'accepter l'aide des voisins, qui murmuraient déjà qu'elle était la vieille folle du FBI qui parle à son chien comme s'il était humain. Mais Kaiser était humain, du moins dans ce qui comptait le plus. Il anticipait ses besoins, la guidait quand sa mémoire lui jouait des tours, et ne la jugeait jamais pour ses larmes incontrôlables. Son entraînement dépassait de loin celui des unités canines qu'elle avait connues. Il comprenait des ordres complexes, résolvait des problèmes comme un agent entraîné et semblait percevoir le danger bien avant qu'il ne se manifeste. Ce matin-là, il avait été étrangement agité, fixant la porte du sous-sol en gémissant, comme s'il essayait de lui dire quelque chose d'urgent. 30 ans passés à analyser des comportements lui avaient appris à se fier aux anomalies, et l'inquiétude de Kaiser était impossible à ignorer.
Alors quand il s'était élancé vers le pick-up avec une détermination inhabituelle, elle avait suivi sans poser de questions. Et maintenant, le voir se battre contre les remous glacés pour atteindre une voiture de police en train de couler lui confirmait une chose, leur vie tranquille venait de voler en éclats. Cette journée avait commencé avec une nouvelle menace de saisie et se terminait par un dilemme existentiel. À 5h47, Kaiser l'avait réveillée en la poussant doucement du museau, chose qu'il ne faisait jamais avant le réveil. Ses yeux ambrés brûlaient d'un sérieux qui glaça Maggie. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» chuchota-t-elle en le suivant jusqu'à la cuisine. Il se posta devant la porte du sous-sol, corps tendu, oreilles dressées, dans cette posture d'alerte qu'elle connaissait bien. Kaiser n'avait jamais montré d'intérêt pour le sous-sol. Cet espace n'abritait que les affaires de pêche d'Andrew et quelques cartons de dossiers qu'elle n'avait jamais eu le courage de jeter. Au moment où elle s'apprêtait à se servir son café, le téléphone sonna. La voix froide d'un robot bancaire lui rappela qu'il lui restait 30 jours pour régulariser sa dette, faute de quoi la banque lancerait la saisie immédiate. 86 000 $. Pour elle, c'était aussi bien 8 millions. Kaiser gémit plus fort, griffant la porte de ses pattes, comme si quelque chose derrière demandait à être découvert. À 25 miles de là, une autre vie basculait. L'inspectrice Olivia Tran fixait le test de grossesse qu'elle venait de poser sur l'évier des toilettes du commissariat. Le petit signe bleu confirmait ce qu'elle redoutait. À 29 ans, elle pensait avoir sa carrière tracée. Lieutenant à 30, capitaine à 35, peut-être un mariage plus tard. Le père, son ancien coéquipier Noah Barnes, officiellement mort 3 mois plus tôt lors d'une opération qui avait mal tourné. Mais les rapports d'autopsie de Noah étaient pleins d'incohérences. Pas de corps retrouvé, des dossiers dentaires brûlés, des conclusions hâtives. Et voilà que ce matin, son téléphone affichait 17 appels manqués du numéro personnel de Noah. À 11h30, un message tomba « Retrouve-moi au pont de Red Creek, seul ». C'est à propos du dossier Watkins. Ne fais confiance à personne. N. Olivia resta figée, incapable de respirer. Noah Barnes était supposé mort. Elle avait assisté à son enterrement, vu son cercueil recouvert d'un drapeau, et pourtant, seul lui pouvait connaître certains détails de l'affaire Watkins. Une enquête pleine de trous et de dissimulation. Pendant ce temps, Maggie, impuissante face à l'obsession de Kaiser pour le sous-sol, avait décidé d'aller marcher. Peut-être que leur patrouille quotidienne calmerait le chien. Mais dans le pick-up, son attitude restait étrange. Il fixait la route, tendu comme un chien de détection d'explosifs. Le ciel s'assombrissait au-dessus des Rocheuses, chargé de cette énergie électrique qui précède toujours les orages et les bouleversements. Kaiser se mit à halter nerveusement à mesure qu'ils approchaient de Red Creek. Ses pattes appuyées sur le tableau de bord, son museau collé contre le pare-brise, il se comportait comme un animal détectant une odeur de mort. Au même moment, l'horloge de bord de la voiture d'Olivia affichait 15h30 pile lorsqu'elle atteignit le pont de Red Creek. Sa radio émettait des bribes de routine, mais tout son corps vibrait d'une alarme sourde. Le test de grossesse était encore dans sa poche, lourd comme un secret. Noah avait fixé cette heure, cet endroit précis, trop parfait, trop isolé. À travers le pare-brise, couvert de pluie, elle aperçut les garde-fous du pont et un détail qui glaça son sang. Des traces de freinage récentes. Un pan entier de barrières manquait. Quelqu'un était passé par là récemment et aucun rapport d'accident n'avait été transmis. Elle attrapa sa radio pour signaler la découverte, mais au même instant, ses pneus glissèrent sur une nappe d'huile répandue volontairement sur l'asphalte. Sa voiture pivota, fracassa la barrière déjà endommagée et bascula dans le vide. Le monde devint un tumulte de métal et d'eau glacée. Le bruit que fit l'impact dans la rivière, Margaret Doyle s'en souviendrait jusqu'à sa mort. Un mélange de verre brisé, de métal qui se tord et de silence mortel après la catastrophe. Et avant même que Maggie n'ait pu réagir, Kaiser bondit hors du pick-up. « Kaiser, non !» hurla-t-elle, mais il était déjà en vol. Sa silhouette noire projetée dans l'écume furieuse, chaque muscle propulsé par un instinct plus fort que la peur. Le véhicule de patrouille s'enfonçait déjà, aspiré par la rivière en furie, et Maggie sentit son cœur se contracter. Son cerveau, forgé par 30 années au FBI, se mit à calculer malgré elle, eau à environ 6 degrés. Temps de submersion déjà 30 secondes. Fenêtre de survie, 3 minutes maximum. Tout son corps criait douleur lorsqu'elle se jeta hors de son pick-up, mais l'adrénaline effaça ses rhumatismes. La plaque du véhicule, numéro 418, fit jaillir un souvenir si violent qu'elle en perdit le souffle.
Ce numéro était apparu dans ses vieux dossiers, associé à des témoins revenus sur leurs déclarations et à des preuves mystérieusement disparues. Kaiser atteignit la voiture juste au moment où la vitre côté conducteur s'engloutissait totalement. Maggie distingua à travers la pluie et les reflets d'eau le visage d'une jeune femme plaquée contre une poche d'air minuscule. Ses yeux hurlaient de terreur. Elle battait frénétiquement les mains contre une portière bloquée par la pression et les déformations du métal. Maggie reconnut immédiatement la plaque nominative à moitié visible sur son uniforme, inspectrice Olivia Tran. Son instinct reprit le dessus. Elle courut à son pick-up, attrapa la corde de secours qu'Andrew l'avait obligée à garder dans la benne, l'attacha au crochet d'attelage et lança à l'autre extrémité dans la rivière. Mais Kaiser avait déjà commencé à improviser avec une précision qui dépassait tout ce qu'elle avait vu. Il plongea sous l'eau, réapparut avec la corde entre ses crocs, puis nagea en biais, compensant le courant avec la rigueur d'un maître nageur entraîné. Ses mouvements n'étaient pas ceux d'un chien lambda, c'était une technique de sauvetage professionnel, maîtrisée, presque militaire. « Qui t'a appris ça, mon grand ?» souffla Maggie, la gorge serrée. Le véhicule n'avait plus que le toit visible. À l'intérieur, Olivia commençait à perdre connaissance. Kaiser atteignit la portière, se plaça contre le métal et ses yeux brillèrent d'une détermination surnaturelle. Il tire la corde à travers la poignée du frein à main, créant un point d'ancrage. La voiture trembla, prête à être engloutie. À cet instant, Olivia parvint par miracle à déclencher le système de déverrouillage d'urgence de la vitre latérale. L'eau se rua à l'intérieur, engloutissant le peu d'air qui restait. Mais Kaiser était déjà là. Il agrippa le col de l'uniforme de la jeune femme et, guidé par la corde, entreprit une remontée impossible. Le courant les emporta, la rivière rugissant comme une bête affamée. Maggie n'hésita pas. Elle se jeta à son tour dans les flots. Son corps hurla sous le choc du froid, mais elle n'entendait que le battement frénétique de son cœur. Kaiser nageait avec une puissance irréelle, tenant Olivia à flot malgré le torrent. Tous trois furent de projetés contre des rochers, tirés en aval, mais le chien tenait bon, ses yeux fixés sur Maggie, comme si leur lien lui donnait la force de continuer. Enfin, après une lutte qui sembla durer une éternité, ils s'échouèrent sur la berge boueuse. Ils restèrent là, tous trois, haletants, glacés, mais vivants. Maggie remarqua aussitôt des détails troublants. Le holster d'Olivia était vide. Son arme de service avait disparu. L'antenne radio du véhicule avait été sectionnée net. Et plus glaçant encore, les conduites de frein pendaient, visiblement sabotées. Ce n'était pas un accident, c'était une tentative de meurtre. Et Kaiser, d'une manière incompréhensible, avait semblé le savoir dès le matin. Olivia toussa, rejetant de l'eau, puis saisit le bras de Maggie avec une force désespérée. Ses premiers mots furent un murmure à peine audible. « Noah Barnes m'a piégé. Il est vivant. Et il sait pour le bébé. » Ses yeux s'écarquillèrent de panique. « Vous ne comprenez pas. Je suis la seule à savoir ce qui est de vraiment arrivé à Anna Watkins. Ils veulent me tuer pour ça. » Anna Watkins. Le nom frappa Maggie comme une gifle. Cette fillette de 7 ans disparue 3 ans plus tôt, dont l'affaire avait mystérieusement été classée. Le dossier qui avait coûté la vie à son coéquipier, l'agent Ryan Mercer, dans un accident de voiture jamais élucidé. La même période où Kaiser avait mystérieusement surgi dans sa vie. Toutes les pièces d'un puzzle atroce s'emboîtaient enfin. Quelques heures plus tard, aux urgences du centre médical de Pine Valley, Maggie retrouvait des sensations qu'elle connaissait trop bien. L'odeur de désinfectant, les moniteurs qui bipent, les visages tendus des soignants. Olivia, couchée dans le lit numéro 3, frissonnait sous une couverture chauffante. Son hypothermie était sévère, mais ce n'était pas le plus inquiétant. Une échographie confirma ce que le test avait déjà révélé, 8 semaines de grossesse. « Le bébé va bien », assura Dr Elena Morales, posant une main ferme, mais bienveillante sur l'épaule de la jeune femme. Mais, inspectrice Tran, vous devez comprendre, le stress, les traumatismes répétés, ce n'est pas sans conséquence. Vous avez besoin de repos, plus de cascades dans les rivières. Son ton se voulait léger, mais Maggie perçut l'inquiétude réelle derrière les mots. Ses instincts lui hurlaient autre chose. Elle n'était pas en sécurité. Le registre des visiteurs montrait déjà 3 curieux non identifiés s'étant renseignés sur l'état d'Olivia. Et sur les caméras de sécurité, Maggie avait reconnu une silhouette familière rôdant près de l'entrée. Nathan Watkins, le père d'Anna, le même homme qui avait disparu de la circulation après la mort de sa fille. Et le comportement de Kaiser, posté au pied du lit d'Olivia, ne faisait que confirmer ses craintes. On l'avait laissé entrer, sous prétexte de chien de soutien émotionnel,
Mais Maggie savait lire son langage corporel. Il ne réconfortait pas. Il montait la garde. « Parlez-moi de Noah Barnes », dit Maggie d'une voix basse, une chaise tirée près du lit. Les yeux d'Olivia reprirent un éclat déterminé. Sa main se posa instinctivement sur son ventre. C'était mon officier formateur. Brillant, respecté, tout le monde lui faisait confiance. Et moi aussi, plus que je n'aurais dû. On s'est rapprochés. Je croyais qu'il tenait à moi, mais j'ai compris trop tard que je n'étais qu'un pion. Sa voix trembla, mais elle poursuivit. 3 mois avant sa prétendue mort, j'ai découvert des choses. J'étais sur une scène de cambriolage banal, mais en arrière-plan d'une photo, j'ai vu Noah rencontrer 2 trafiquants connus. Ils échangeaient de l'argent. Après ça, j'ai commencé à creuser. Ses comptes, ses dossiers, ses preuves disparues. Tout menait à un réseau plus grand que la drogue, des personnes disparues, dont Anna Watkins. Maggie sentit le froid s'emparer d'elle. Noah était l'enquêteur principal sur Anna. Il a clos le dossier en 2 semaines, prétendant qu'il s'agissait d'un conflit parental. Mais les preuves racontaient autre chose. Olivia acquiesça, les yeux humides. J'ai trouvé le vrai rapport. Anna a été retrouvée 6 mois plus tard, enterrée dans la forêt nationale, battue à mort, et Noah a couvert ça. À cet instant, Kaiser dressa les oreilles, se leva et se posta à la fenêtre, son corps tendu. Maggie se figea. « Quelqu'un nous observe », souffla-t-elle. Elle tira doucement le rideau. Une silhouette avançait lentement dans le parking, main visible, posture prudente. Nathan Watkins. L'homme qu'on soupçonnait, puis avait blanchi faute de preuves. Olivia devint livide. C'est lui, mais il n'est pas armé. Effectivement, ses mains tremblaient mais restaient ouvertes. Quelques minutes plus tard, il franchissait le seuil de la chambre, son visage marqué par une douleur qui semblait éternelle. « Inspectrice Tran, dit-il d'une voix rauque, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis venu vous prévenir. » Kaiser resta vigilant mais sans agressivité, comme s'il reconnaissait l'homme. Watkins s'assit lourdement, son regard fixé au sol. Noah Barnes est vivant et il n'agit pas seul. Ce réseau, il remonte jusqu'aux juges, aux procureurs, aux agents fédéraux. Ils ont tué ma fille parce qu'elle a vu un policier vendre de la drogue à l'école. Noah. Maggie sentit ses pensées tourbillonner. 3 ans de recherche de ce père désespéré et enfin les morceaux s'imbriquaient. Mais son intuition lui souffla que la nuit ne faisait que commencer, car Kaiser, lui, grondait déjà en direction du couloir, comme s'il percevait la menace approcher. Et au loin, des pas résonnaient, lents, mesurés, comme ceux d'un chasseur certain de sa proie. Les pas dans le couloir se rapprochaient, lourds, réguliers, résonnant dans l'éclairage rougeâtre des générateurs de secours. L'électricité de l'hôpital venait de vaciller, plongeant l'étage dans une atmosphère de bunker assiégé. Maggie échangea un regard avec Nathan Watkins. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre, l'ennemi était là. Kaiser grognait bas, ses crocs à demi découverts, prêts à bondir. Puis une voix familière s'éleva, calme et faussement bienveillante. « Olivia, je sais que tu es là, il faut qu'on parle. » Maggie sentit son estomac se contracter. Elle reconnaissait ce ton. C'était celui d'un manipulateur qui croit encore pouvoir charmer, même en plein carnage, Noah Barnes, vivant. Et il n'était pas venu pour discuter. Il va tenter de négocier, souffla Maggie. Ce genre d'homme pense pouvoir parler son chemin hors de toutes les situations. Mais quand ils sont acculés, ils deviennent 1000 fois plus dangereux. Elle observa Kaiser. Lui ne se préparait pas à parlementer. Il se préparait à la guerre. Olivia se redressa dans son lit malgré la perfusion. Ses yeux brûlaient de détermination. Il ne sait pas que Nathan est ici. Ça peut jouer en notre faveur. Nathan, crispé sur son revolver usé, secoua la tête. « J'attends ce moment depuis 3 ans, mais je n'ai que 6 balles. Si on veut survivre, il faut frapper juste. » L'ombre de Noah se dessina derrière le verre dépoli de la porte. Grand, massif, tenant une arme de service dans une main détendue, mais prête à tirer. Sa silhouette avalait la lumière d'urgence du couloir. « Olivia, je vais entrer. » « Ne fais pas de bêtises. » La poignée s'abaissa lentement, avec la confiance d'un prédateur sûr de dominer. Mais il avait mal évalué la situation. Au moment précis où la porte s'ouvrit, Kaiser explosa en un éclair de muscles et de rage. Le chien bondit, projetant ses 75 livres contre la poitrine de Noah. L'impact fit résonner le mur et projeta l'arme à quelques mètres. « Kaiser, tiens !» ordonna Maggie d'une voix ferme. Le berger allemand obéit instantanément, mordant le bras armé de Noah avec une maîtrise chirurgicale. Ses crocs s'enfoncèrent juste assez pour immobiliser sans sectionner. Noah se débattit comme un possédé, son masque de policier modèle s'effondrant. Son visage se déforma en un rictus de haine.
Vous savez ce que vous venez de détruire » hurla-t-il. « 27 millions. J'ai bâti un empire et vous êtes en train de tout foutre en l'air. Pourquoi ? Pour un idéal ?» Ses paroles se déversaient comme un torrent, révélant plus qu'il ne voulait. Olivia, blême, demanda d'une voix étranglée « Combien de gens as-tu tué pour cet argent, Noah ?» Il ricana, un rire sans âme. « Des gens déjà morts, des toxicos, des criminels, des déchets de société. Je nettoyais les rues en même temps que je me construisais un avenir. Je suis un bâtisseur, pas un monstre. » Maggie reconnut aussitôt la signature d'un sociopathe. Rationaliser l'horreur, se convaincre d'être un justicier. Mais le nom qu'elle prononça brisa ce vernis. Anna Watkins n'était pas une toxico. Elle avait 7 ans. À ces mots, la rage de Noah devint incontrôlable. « Elle n'était pas censée être là !» hurla-t-il, les veines du cou saillantes. Le deal devait se faire quand les enfants étaient en classe. Mais elle est venue après l'école. Elle a vu, elle a posé des questions. J'avais pas le choix. Nathan, tremblant de fureur, fit un pas en avant, son revolver braqué sur le front de Noah. 3 ans de douleur convergeaient dans ce geste. Mais Olivia l'arrêta d'un cri. « Non, si tu le tues, la vérité meurt avec lui. Anna mérite mieux que ta vengeance. Elle mérite la justice. » Nathan haleta, ses yeux pleins de larmes, son doigt crispé sur la gâchette. Puis, dans un effort surhumain, il abaissa l'arme. « Alors parle, ordure. Qui d'autre est impliqué ?» Noah éclata d'un rire hystérique. « Vous croyez que je prends des ordres ? J'ai construit ce réseau moi-même. Des juges, des procureurs, des fédéraux, tous sous ma coupe. J'étais intouchable. » Maggie reprit aussitôt. « L'abri pour animaux, c'était ta couverture. De l'argent blanchi, de la drogue distribuée, des enfants vulnérables recrutés comme dealers. » Noah sourit d'un air malsain. « Et personne ne soupçonne un gentil flic qui sauve des chiots. J'avais des gamins à disposition, des familles brisées à manipuler. Anna n'était que la première qui a refusé de coopérer. » Les mots glacèrent la pièce. Kaiser serra davantage sa prise, ses yeux brûlants d'une colère muette. Mais Noah n'avait pas dit son dernier mot, son autre main s'était lentement rapprochée de son holster de cheville. Un pistolet de secours. Maggie le vit trop tard. Le coup partit, mais la balle ne vint pas de l'arme de Noah. Le claquement qui résonna fit sursauter tout le monde. Nathan venait de tirer. La balle transperça l'épaule de Noah qui hurla de douleur. Le revolver de Nathan tremblait encore dans sa main. « Ça, c'est pour ma fille. Maintenant, tu vas vivre avec ce que tu as fait. » La sirène des renforts retentit au loin. Des policiers, alertés par le chaos, se précipitaient déjà. Maggie savait que leur survie immédiate était assurée. Mais son instinct lui soufflait une vérité plus sombre. Noah Barnes n'était qu'une tête de l'hydre. Derrière lui, des millions de dollars et un réseau entier allaient chercher à les faire taire. Quelques heures plus tard, dans une clinique vétérinaire de la ville, l'odeur de désinfectant se mêlait à celle du sang. Kaiser gisait sur une table en acier, inconscient, le flanc transpercé par une balle tirée dans la confusion. Docteur Amanda Vega, les mains tremblantes mais expertes, s'affairait. « La balle a frôlé le cœur », expliqua-t-elle. « Elle a perforé le poumon et touché une artère. Il faut opérer tout de suite, mais il y a des risques. 40% de chance seulement, et ça coûtera au moins 12 000 $. Maggie sentit ses jambes fléchir. 12 000 $, un montant irréalisable pour une femme qui peinait déjà à payer ses médicaments. Son cœur se brisa. Son compagnon venait de sauver 2 vies et elle ne pouvait pas sauver la sienne. Olivia, encore pâle, posa une main sur son bras. « C'est ma faute. Si je n'avais pas suivi Noah, si je n'avais pas été aveugle, Kaiser ne serait pas là. » Mais c'est Nathan qui brisa le silence. Sa voix rauque vibrait d'émotion. « J'ai de l'argent ?» L'assurance vie d'Anna, les compensations judiciaires. Je n'ai jamais voulu y toucher. Mais Kaiser a aimé ma fille. Il a essayé de la protéger. S'il a sauvé quelqu'un aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle l'aurait voulu. À 4h15 du matin, Dr Vega sortit enfin du bloc, le visage épuisé. Il est vivant. La chirurgie a réussi. Mais les 48 prochaines heures seront critiques. Maggie s'effondra de soulagement, des larmes brouillant sa vue. Elle entra dans la salle de réveil. Kaiser était branché à des tubes, son poil rasé autour de la cicatrice. Il semblait si fragile, mais son cœur battait encore. « Tu as été incroyable », murmura-t-elle en caressant doucement sa tête. « Tu as sauvé Olivia, tu as sauvé son bébé, et tu nous as tous sauvés de lui. » À ce moment, la queue de Kaiser bougea faiblement, un simple battement mais suffisant pour raviver l'espoir. Olivia s'approcha à son tour, une main sur son ventre, l'autre sur la tête du chien. « Merci », chuchota-t-elle, « merci pour ma vie et pour celle de mon enfant. »
Nathan enfin posa sa main rugueuse sur le pelage du berger allemand. « Je te pardonne de n'avoir pas pu sauver ma fille. Et je crois qu'elle aussi te pardonne. » Au petit matin, alors que Maggie s'assoupissait sur une chaise de la salle d'attente, son téléphone vibra. Une voix métallique déformée se fit entendre. « Vous avez 48 heures pour disparaître. Prenez la fille et l'homme, quittez le Montana. Les funérailles coûtent bien plus cher qu'une opération. » Le message s'interrompit dans un souffle. Maggie resta glacée. Il n'avait gagné qu'une bataille. La guerre ne faisait que commencer. La matinée se leva sur Pine Valley dans une lumière crue, sans la moindre chaleur. Dans la petite salle de conférence de la clinique vétérinaire, Maggie, Olivia et Nathan s'étaient regroupés autour d'un dossier que Dr Vega avait apporté avec une expression embarrassée. « J'ai scanné la puce de Kaiser pour enregistrer son dossier médical », expliqua la vétérinaire. « Et ce que j'ai trouvé va vous intéresser. » Elle posa un papier imprimé sur la table. Les yeux de Maggie se figèrent. La puce électronique ne mentionnait pas Maggie comme propriétaire. Elle indiquait « Agent Ryan Mercer, FBI K9 Unit, identification 93 427, désactivée 3 ans plus tôt. » Exactement le jour où Ryan, son partenaire et ami, était mort dans ce prétendu accident de voiture. « Ryan avait un chien ?» murmura Maggie. Mais au fond d'elle, elle savait déjà la réponse. Au bureau, il était interdit de parler de l'identité d'un chien affecté à une mission secrète. Si Ryan avait travaillé avec Kaiser, Maggie n'aurait rien su, à moins d'être directement impliquée. Dr Vega poursuivit mal à l'aise. La puce contient aussi ses antécédents médicaux. Kaiser n'était pas un simple chien de compagnie. Il a été formé pour le sauvetage en eau, la détection d'explosifs et le pistage tactique humain. Le dossier mentionne un coût d'acquisition de 78 000 $. Olivia ouvrit de grands yeux. Alors, quand Noah a tué Ryan, ce n'était pas seulement à cause de ce qu'il savait. C'était aussi à cause de ce que Kaiser avait vu. Le berger allemand dormait dans la pièce voisine, s'agitant sous l'effet de ses rêves. Ses pattes bougeaient par saccades, comme s'il revivait des courses effrénées à travers des bois sombres. Maggie serra les poings. Il a assisté à la mort d'Anna Watkins. Il a tout vu. Ryan devait compter sur lui comme témoin vivant, et c'est pour ça qu'il le traque depuis 3 ans. Nathan se redressa brusquement, son regard rempli d'une douleur neuve. Le rapport d'autopsie d'Anna mentionnait des poils d'animal. Ils n'ont jamais su identifier la race, mais ça correspondait à un grand chien. C'était lui. Kaiser était là. Avant que l'onde de choc ne retombe, le téléphone de la clinique sonna. Dr Vega décrocha, sa voix se brisant légèrement. Elle raccrocha, puis fit face au trio, blême. C'était la police d'État. Ils ont une ordonnance fédérale. Kaiser doit être transporté cet après-midi pour comparaître comme élément de preuve au tribunal lors de la mise en examen de Noah Barnes. Maggie sentit un froid glacial lui traverser la poitrine. C'est impossible, il vient d'être opéré. Le bouger, c'est le condamner. La vétérinaire secoua la tête. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Refuser, c'est obstruction. Nathan tapa du poing sur la table. C'est un piège. Ils vont l'éliminer pendant le transfert et prétendre qu'il est mort de ses blessures. Olivia reçut au même moment un message anonyme sur son téléphone. « Vérifie ta boîte mail. Ne fais confiance à personne en uniforme. Un ami. » Elle ouvrit l'ordinateur de la clinique. Une vidéo s'y trouvait datée de 3 ans plus tôt. L'image tremblait légèrement comme filmée en secret dans un entrepôt abandonné. Sur l'écran, Noah Barnes apparaissait debout devant un conteneur transformé en laboratoire de fortune. Autour de lui, des sacs de poudre blanche, des hommes en costume et un détail qui fit frissonner Maggie. Un homme en veste du FBI dirigeant les opérations. Son visage était parfaitement visible. « Non », souffla-t-elle, « c'est le directeur adjoint Carlton Hayes, son ancien supérieur direct, celui-là même qui avait signé le rapport blanchissant Noah après la mort d'Anna. » La vidéo continua. Des conversations sur des transactions, des millions en jeu, des policiers corrompus servant de convoyeurs. Puis l'angle de la caméra changea, révélant Kaiser tapi derrière des palettes, portant un harnais équipé d'une mini-caméra. Ryan l'avait utilisé comme sauvegarde, une assurance en cas de disparition des preuves principales. On entendit la voix de Noah, enragé, réalisant qu'ils étaient filmés. La vidéo se coupa sur une course effrénée, à hauteur de chien, à travers des couloirs sombres. Kaiser avait fui avec l'enregistrement. Olivia claqua son poing sur la table. Voilà pourquoi ils le veulent. Pas seulement parce qu'il est un témoin, parce qu'il a survécu avec les preuves. À cet instant, des moteurs puissants résonnèrent dehors. Maggie s'approcha de la fenêtre. 4 SUV noirs venaient de s'arrêter.
leur portière s'ouvrant en parfaite synchronisation. Des hommes en costume en descendirent, lourdement armés. Le véhicule de tête s'ouvrit et un homme en sortit, impeccablement coiffé, costume sombre ajusté, regard froid. Carlton Hayes, en personne, Dr Vega blêmit. La sortie de service mène à une ruelle. Vous pouvez fuir. Mais ils couvriront toutes les issues. Maggie inspira profondément, la mâchoire serrée. Alors on ne fuit pas. On les prend de vitesse. Hayes veut que tout reste discret. Il ne peut pas se permettre de déclencher une fusillade publique. Elle sortit son téléphone et lança un direct Facebook, sa voix ferme malgré la panique qui bouillonnait en elle. Je suis Margaret Doyle, ancien agent du FBI, matricule 22184. Nous sommes actuellement assiégés par des agents fédéraux corrompus qui cherchent à éliminer un témoin clé. Elle filma Hayes à travers la fenêtre. Voici Carlton Hayes, directeur adjoint, responsable de la mort de mon coéquipier Ryan Mercer et de la dissimulation du meurtre d'une enfant. Le flux attira instantanément des milliers de spectateurs. Des commentaires apparurent, anciens agents, vétérans, simples citoyens horrifiés. Le hashtag #SaveKaiser explosa en temps réel. Hayes dehors perdit son masque de calme. Éteignez ce téléphone, Margaret. Vous interférez avec une enquête fédérale. Maggie répliqua aussitôt. Je documente un crime fédéral. Olivia et Nathan s'étaient positionnés près de la chambre de Kaiser, prêts à défendre la porte. Nathan arma son revolver, la mâchoire serrée. Olivia, malgré son état, serrait une barre métallique récupérée dans le local de maintenance. Maggie continuait de filmer, détaillant les menaces, exposant Hayes en direct. À peine 7 minutes de diffusion suffirent pour que des journalistes locaux se précipitent vers la clinique, suivis par des dizaines de citoyens alertés par les réseaux sociaux. Hayes serra les dents. Le piège discret qu'il avait prévu s'effondrait sous l'œil des caméras. Mais son arrogance ne vacilla pas. « Vous avez 30 minutes pour nous remettre le chien. Après quoi, nous entrerons. » Maggie reçut alors un texto qui changea la donne. « Margaret, ici Patricia West, directrice du FBI. Tenez vos positions, des renforts loyaux arrivent. Ne cédez pas Kaiser à Hayes sous aucun prétexte. » Maggie montra le message à Hayes. Son visage se crispa. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux la peur de celui qui sent l'étau se refermer. Kaiser, malgré son état, remua faiblement la queue, comme s'il comprenait qu'il venait de franchir un tournant. Le combat n'était pas terminé, mais la lumière commençait à filtrer à travers les ténèbres. La tension dans la clinique vétérinaire était devenue insupportable. Maggie sentait chaque battement de son cœur résonner jusque dans ses tempes, comme si son propre corps voulait lui rappeler qu'elle n'était plus une jeune recrue, mais une vieille femme de 72 ans qui n'avait aucune chance face à une unité armée jusqu'aux dents. Pourtant, ses instincts hurlaient qu'elle avait encore une carte à jouer, la vérité mise en lumière. Son direct Facebook continuait à grimper en audience, dépassant déjà les 20 000 spectateurs. Les journalistes locaux, alertés par le hashtag #SaveKaiser, s'étaient massés derrière les cordons de sécurité improvisés par la police municipale et leurs caméras retransmettaient en direct l'image la plus improbable, un vétérinaire de campagne transformé en forteresse, assiégé par un haut responsable du FBI. À l'intérieur, Kaiser gémit faiblement, mais ses yeux dorés suivaient chaque mouvement comme s'il savait que son rôle n'était pas terminé. Nathan restait posté près de la porte, son vieux revolver chargé, prêt à défendre jusqu'au bout. Olivia, malgré la fatigue, refusait de s'asseoir. Elle tenait une barre métallique comme une lance, déterminée à protéger son enfant et ce chien qui lui avait sauvé la vie. Dehors, Carlton Hayes s'avança d'un pas lent et calculé, son visage filmé sous tous les angles par les caméras. « Margaret, dit-il d'une voix glacée, projetée dans le micro-cravate qu'il portait, vous jouez à un jeu dangereux. Éteignez ce téléphone et livrez le chien. C'est une affaire fédérale, pas un spectacle. » Mais Maggie pointa son appareil sur lui, sa voix tremblante mais ferme. « Ce n'est pas un spectacle, Hayes. C'est une opération illégale. Vous avez assassiné mon coéquipier. Vous avez couvert le meurtre d'une enfant. Et maintenant, vous voulez exécuter un chien qui est le seul témoin survivant. Tout le monde vous entend. » Les commentaires défilaient sur l'écran. « Héros, ne lâchez rien. On vous croit, Margaret. Protégez Kaiser. » Hayes grimaça. Il avait perdu l'ombre, l'anonymat qui le protégeait depuis des années. Mais un prédateur acculé restait dangereux. Il fit signe à ses hommes qui avancèrent vers la porte, armes levées. Maggie sentit la panique monter, mais refusa de céder. Elle rapprocha son visage du micro. « Si vous tentez d'entrer, sachez que des milliers de gens vous regardent en direct. Votre carrière est déjà terminée. La seule question est, voulez-vous aussi terminer en prison ?
Un silence pesa. Puis une voix s'éleva dans la radio de Ace, claire, féminine, autoritaire. Tous les agents cessaient immédiatement cette opération. Ici, Patricia West, directrice du FBI. À partir de maintenant, Carlton Ace est relevé de ses fonctions. Tenez vos positions, une équipe loyale est en route. La déclaration, captée par le live de Maggie, déclencha une explosion de réactions. Les spectateurs applaudirent virtuellement, les journalistes relayèrent l'annonce, et les policiers locaux, jusque-là hésitants, s'approchèrent pour sécuriser la zone. Certains même pointant leurs armes non pas sur la clinique, mais sur les SUV fédéraux. Le masque de Ace se fissura. « Vous croyez que ça suffira ?» cracha-t-il. « Vous n'avez aucune idée de l'ampleur de ce que j'ai construit. Vous pensez que vous pouvez détruire 3 ans de travail avec un chien blessé et une vieille femme fatiguée ?» Maggie sentit la rage monter, mais elle sut garder le ton glacial qui faisait sa réputation à l'époque. 3 ans, Ace, c'est bien plus ancien que ça, et c'est terminé. Pas parce qu'on est plus fort, mais parce qu'on a la vérité et qu'elle est déjà entre les mains de ceux qui ne peuvent pas être achetés. À ce moment précis, les gyrophares d'un hélicoptère fédéral loyal illuminèrent la clinique. Les renforts de la directrice West venaient d'arriver. Les agents qui descendaient en rappel portaient des brassards distinctifs. Leurs armes pointées, ils encerclèrent Ace et ses hommes. Les spectateurs du live assistèrent, ébahis, à une scène inimaginable. Un directeur adjoint du FBI menotté, ses droits lus par ses propres collègues. À l'intérieur, Olivia s'effondra sur une chaise, haletante. « On a gagné ?» demanda-t-elle. Maggie secoua la tête. « Non, on vient seulement d'arracher la première couche. Ace n'était qu'un rouage, mais au moins on a gagné du temps. » Nathan s'approcha de Kaiser, caressant son poil rasé autour de la cicatrice. « Tu entends, mon grand? Tu as tenu bon. Tu as survécu à tout ça. » Le chien remua faiblement la queue, ses yeux brillants d'une flamme indestructible. Quelques jours plus tard, dans une salle sécurisée de l'antenne régionale du FBI, Maggie, Olivia et Nathan furent reçus par Patricia West elle-même. La directrice, une femme d'une 60aine d'années au port droit et à la voix ferme, les remercia. « Sans votre courage, cette affaire serait restée enterrée. Nous avons déjà lancé des mandats contre 27 agents, procureurs et juges. Mais nous avons encore besoin de Kaiser. » Maggie sentit la crispation lui tordre l'estomac. « Besoin de lui ? Il est à peine remis. » Patricia West hocha la tête. « Je comprends. Mais ce chien est plus qu'un survivant. C'est une pièce à conviction vivante. Les vidéos enregistrées par son harnais 3 ans plus tôt suffisent déjà à démanteler la moitié du réseau. Mais ses réactions, son dressage, son instinct, ils constituent un témoignage qu'aucun tribunal ne pourra ignorer. » Nathan serra les poings, et s'il ne survit pas à la pression. Vous le traitez comme un outil, pas comme un être vivant. Patricia fixe Maggie droit dans les yeux. C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Kaiser vous a choisi. Il a tenu grâce à vous. Nous voulons que vous soyez officiellement sa tutrice légale, avec tous les droits d'un propriétaire et la protection fédérale. Maggie resta sans voix. Une partie d'elle, l'ancienne agent, comprenait l'importance historique de ce moment. Mais l'autre, la femme fatiguée, voulait simplement que son chien puisse dormir sans trembler. Elle se tourna vers Kaiser, allongé à ses pieds, et se souvint des matins silencieux où il lui apportait ses pantoufles comme un rituel sacré. « Très bien, dit-elle enfin, mais à une condition. S'il survit à ce procès, il prend sa retraite définitive. Je ne veux plus jamais le voir en mission. » Patricia West esquissa un sourire rare. « C'est un marché. » Dehors, la presse attendait. Les caméras s'allumèrent dès qu'elles aperçurent Maggie sortant avec Kaiser tenu en laisse. Olivia à ses côtés, une main protectrice sur son ventre. Nathan, plus droit que jamais, marchant comme s'il avait enfin trouvé une cause plus grande que sa vengeance. Maggie s'arrêta face au micro, sa voix grave résonnant dans le silence. 3 ans de mensonges viennent de s'effondrer, pas grâce à des armes, mais grâce à la vérité et à un chien qui a refusé de mourir. Son nom est Kaiser, et il est la preuve que parfois le courage ne se mesure pas en grade ou en médaille, mais en battements de cœur. Les applaudissements éclatèrent, sincères, spontanés. Kaiser leva la tête, ses yeux d'ambre reflétant les flashs des appareils, et Maggie jura qu'elle y vit une lueur de fierté. Ce n'était pas la fin de leur combat, mais c'était la première victoire. Et dans un monde rongé par la corruption, cela valait plus que n'importe quelle médaille. La tempête médiatique qui suivit l'arrestation de Carlton Ace balaya le pays comme une onde de choc.
Les journaux titraient sur la vieille agente du FBI et son chien héros, les talk-shows invitaient des expertes pour analyser le scandale, et les réseaux sociaux ne parlaient que de #SaveKaiser. En moins d'une semaine, plus d'1 million de personnes avaient signé une pétition exigeant la protection légale du berger allemand et de sa nouvelle famille improvisée. Pour Maggie, c'était un vertige. Elle qui, quelques mois plus tôt, n'avait pour compagnie que son café tiède et le tic-tac d'une vieille horloge, se retrouvait désormais au centre d'un cyclone national. Des journalistes campaient devant sa petite cabane de montagne. Des lettres de soutien arrivaient de tout le pays, certaines venant même de l'étranger. Pourtant, derrière les projecteurs, une réalité plus sombre s'imposait. Le réseau que Hayes avait dirigé ne s'était pas évaporé avec son arrestation. Comme une hydre, chaque tête coupée semblait en faire apparaître deux autres. Kaiser, quant à lui, devenait malgré lui une célébrité. Sa cicatrice sur le flanc gauche, vestige de l'opération, semblait le rendre encore plus héroïque aux yeux du public. Des enfants envoyaient des dessins de lui en super-héros, des associations de défense des animaux lançaient des collectes en son nom. Mais Maggie voyait ce que les caméras ignoraient, les cauchemars qui le faisaient gémir en pleine nuit, la façon dont il sursautait au moindre bruit métallique, et cette vigilance constante, comme s'il savait que la menace rôdait toujours. Olivia, de son côté, essayait de reprendre pied. Sa grossesse avançait, et chaque échographie confirmait que le bébé tenait bon malgré les épreuves. Elle avait quitté son uniforme de policière pour des vêtements civils plus discrets, consciente que son statut de témoin la plaçait en première ligne des représailles. « Je ne peux pas retourner au commissariat », confia-t-elle un soir à Maggie, assise près du feu de la cabane. « Ils ont trop d'yeux, trop d'oreilles. Je ne sais plus à qui faire confiance. » Maggie lui serra doucement la main. « Alors fais confiance à la seule famille que tu as maintenant. » Nous, quant à Nathan Watkins, il semblait pour la première fois depuis 3 ans respirer autrement. Son visage, marqué par la douleur, commençait à s'adoucir. Il passait des heures à cuisiner, à réparer les vieilles clôtures autour de la propriété de Maggie, ou simplement à raconter des histoires de son enfance à Olivia. Pourtant, la nuit, il sortait souvent fumer sur le porche, ses yeux fixés sur la forêt comme s'il s'attendait à voir surgir des fantômes. « Je sais qu'ils reviendront », disait-il parfois à Maggie. « Ces gens ne pardonnent pas. » Elle ne pouvait qu'acquiescer. Son instinct lui disait la même chose. La preuve arriva plus vite que prévu. Un matin, alors qu'elle ouvrait sa boîte aux lettres rouillées, Maggie trouva une enveloppe sans timbre, sans adresse. À l'intérieur, une photo, floue, prise à distance. On y voyait Olivia sortir de la clinique vétérinaire quelques jours plus tôt, une main sur son ventre, Kaiser en laisse. Derrière, flou mais visible, Maggie elle-même. Et au dos, 3 mots écrits en lettres capitales, « On vous suit ». Maggie rentra en trombe. « Ils savent », souffla-t-elle en jetant la photo sur la table. Olivia devint livide. Nathan s'empara de l'image, ses mâchoires se crispant. Kaiser, comme s'il comprenait, se leva brusquement, grognant vers la porte. « Ils veulent-tu nous effrayer ?» dit Maggie, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Mais ils ont déjà perdu l'avantage de l'ombre. Cette fois, on sera prêt. » Le soir même, un appel en visio fut organisé avec la directrice Patricia West. Son visage apparut à l'écran, fatigué mais déterminé. « Nous avons découvert que Hayes n'était pas seul à Washington, expliqua-t-elle. Une partie du réseau s'est infiltrée dans nos propres bureaux. Nous avons besoin de témoins comme vous, capables de montrer au public l'étendue de la corruption. » Maggie serra les dents. « Et vous nous demandez de continuer à nous exposer alors qu'on a déjà une cible peinte sur le dos ?» West soutint son regard. « Oui, parce que si vous disparaissez, leur version deviendra la seule. » Olivia prit la parole, la main sur son ventre. « Je porte l'enfant d'un monstre. Mais je refuse que cet enfant grandisse dans un monde où la vérité se négocie. Alors, on continue. » Nathan hocha lentement la tête. « S'ils veulent finir ce qu'ils ont commencé, qu'ils viennent. Mais cette fois, on les attendra ensemble. » Maggie sentit une fierté inattendue gonfler sa poitrine. Elle n'était plus seule. Elle avait une équipe, une famille. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Des journalistes d'investigation vinrent les interviewer en secret, protégés par des agents loyaux. Un documentaire fut lancé, racontant l'histoire de Kaiser, de Ryan Mercer et du réseau dévoilé par hasard grâce à un chien trop courageux pour mourir. Les dons affluaient, permettant de transformer la petite cabane en bastion sécurisé. Nouvelles serrures, caméras, même un générateur d'appoint. Pourtant, malgré toutes ces précautions, la peur restait tapie dans chaque recoin. Et puis vint la nuit de l'attaque. Tout avait commencé par une panne de courant. Les lumières s'éteignirent brutalement.
La forêt s'enveloppa d'un silence menaçant. Kaiser se redressa aussitôt, aboyant avec une intensité que Maggie n'avait jamais entendue. Nathan sortit son arme. Olivia fut conduite dans la chambre renforcée qu'ils avaient préparée. Maggie, le cœur battant, attrapa le vieux fusil de chasse de son mari, accroché depuis des années au-dessus de la cheminée. Dehors, des silhouettes se dessinaient entre les arbres, avançant avec une coordination militaire. « Ils sont là » murmura Nathan. Kaiser se plaça devant la porte, ses muscles tendus, prêts à défendre jusqu'à la mort. Et dans ce silence étouffant, Maggie sentit quelque chose de nouveau l'envahir. Pas la peur, mais la certitude. La certitude qu'ils n'étaient plus des victimes. Cette fois, ils allaient riposter. La nuit tombait sur Pine Valley avec une lourdeur presque surnaturelle. La cabane de Maggie, habituellement un refuge silencieux, vibrait désormais d'une tension électrique. Dehors, la forêt s'était figée. Aucun cri d'animal, aucun bruissement de branches. Comme si la nature elle-même retenait son souffle avant la tempête. Maggie, le fusil de Frank serré contre son épaule, sentait la sueur froide perler dans son dos malgré le feu encore crépitant dans la cheminée. Nathan, revolver en main, scrutait chaque fenêtre, ses yeux habitués à la noirceur. Olivia, réfugiée dans la chambre sécurisée qu'ils avaient aménagée à la hâte, gardait une main protectrice sur son ventre, la peur dans ses yeux se mêlant à une résolution farouche. Survivre pour cet enfant. Kaiser, lui, n'avait aucun doute. Posté devant la porte d'entrée, ses oreilles adressées, son corps tendu comme un arc, il grognait de cette manière sourde et profonde qui faisait frissonner Maggie jusqu'aux os. C'était le son d'un guerrier prêt à livrer bataille. « Ils sont déjà là » dit Nathan d'une voix basse. « Ils attendent seulement le signal. » Le signal arriva sous la forme d'un craquement brutal. La ligne électrique alimentant la cabane venait d'être sectionnée. Tout plongea dans l'obscurité, à l'exception de la lueur vacillante du feu. Puis, des lasers rouges apparurent sur les murs intérieurs, glissant comme des serpents lumineux. « Sniper » murmura Maggie en retenant son souffle. « Ils nous visent à travers les fenêtres. » Elle attrapa rapidement les rideaux et tira d'un coup sec, plongeant la pièce dans une semi-obscurité protectrice. Un silence. Puis, le bruit assourdissant du métal contre le bois, la porte d'entrée secouée par un bélier. Kaiser bondit en avant, aboyant avec une férocité qui fit vibrer les murs. Nathan visa la porte et tira une première balle juste au moment où elle volait en éclats. Un homme masqué, gilet tactique noir, s'effondra en avant, touché à l'épaule. Les autres surgirent derrière lui, armes prêtes. La scène qui suivit se déroula comme au ralenti. Kaiser, comme mu par une force ancestrale, se projeta sur le premier intrus, le désarmant d'un coup de croc précis au poignet. Maggie, malgré ses genoux douloureux, épaula son fusil et tira, le recul la projetant presque contre le mur, mais en voyant l'assaillant suivant rouler au sol. Nathan couvrit l'arrière, tirant à travers la fenêtre sur deux silhouettes qui tentaient de contourner la maison. Les balles brisèrent le verre, projetant des éclats partout. « Maggie !» hurla Olivia depuis la chambre, sa voix brisée par la peur. Ils essaient de forcer la fenêtre. Maggie n'eut même pas le temps de répondre. Kaiser, comme s'il avait compris, abandonna un instant l'entrée et fonça vers la chambre. Dans un bond impressionnant, il heurta la fenêtre de ses épaules puissantes, surprenant l'assaillant qui tentait de s'y introduire. L'homme, déséquilibré, tomba en arrière, son arme glissant dans la neige. Kaiser resta planté dans l'ouverture, ses crocs brillants, repoussant toute nouvelle tentative. Mais les assaillants étaient nombreux, organisés, plus de 6, peut-être 8. Maggie comprit que ce n'était pas une simple intimidation. C'était une mission d'élimination. « Nathan !» cria-t-elle. « On ne tiendra pas !» Nathan, le visage trempé de sueur, répondit entre deux tirs. « Alors on doit tenir assez longtemps pour qu'ils comprennent que ce n'est plus leur terrain de chasse. » Un sifflement aigu retentit, puis une grenade fumigène roula sur le plancher, crachant une fumée épaisse. Maggie toussa violemment, les yeux piquants. « Ils veulent nous aveugler !» Nathan tenta de repousser la grenade avec son pied, mais il n'eut pas le temps. Une autre s'écrasa près de la cheminée. La fumée envahit la pièce, réduisant la visibilité à quelques centimètres. Les bruits de pas lourds résonnaient approchant. C'est alors que Kaiser fit quelque chose d'inattendu. Plutôt que d'attaquer à l'aveugle, il recula près de Maggie et poussa un aboiement particulier, bref, presque comme un ordre. Maggie, malgré la panique, comprit. « Il veut qu'on se replie dans la chambre !» cria-t-elle. Ensemble, elle et Nathan reculèrent à travers la fumée, tirant à l'aveugle pour ralentir leurs assaillants. Kaiser fermait la marche, aboyant, mordant, protégeant chaque pas. Une fois la porte de la chambre refermée et barricadée, le trio reprit son souffle.
Olivia, blême, tenait une lampe de poche serrée contre elle. « On va mourir ici, n'est-ce pas ?» Maggie posa une main ferme sur son épaule. « Pas ce soir, pas avec lui à nos côtés. » Elle désigna Kaiser, haletant, ses yeux brillant dans l'obscurité. Les coups contre la porte reprirent aussitôt, plus violents. La barricade ne tiendrait pas longtemps. Maggie le savait. Elle scruta la pièce, une petite fenêtre donnant sur l'arrière de la cabane. « Nathan, aide-moi, dit-elle. Ensemble, ils forcèrent l'ouverture. Dehors, la neige s'était accumulée, couvrant le sol d'une épaisse couche blanche. « On sort par là, » ordonna Maggie. Nathan hocha la tête et aida Olivia à passer la première, puis Maggie, puis Kaiser qui bondit souplement malgré sa cicatrice encore douloureuse. Nathan passe en dernier, tirant une dernière balle dans la serrure avant de sauter. Le groupe s'enfonça dans la forêt, haletant, Kaiser ouvrant la marche, guidé par un instinct presque surnaturel. Derrière eux, la cabane explosa soudain en flammes. Les assaillants avaient mis le feu. Maggie sentit une douleur sourde lui déchirer la poitrine. Cette maison, dernier souvenir de Frank, venait d'être réduite en cendres. Mais elle n'avait pas le luxe de s'effondrer. « Continuez !» cria-t-elle. « Tant qu'on respire, on n'a pas perdu. » Ils marchèrent ainsi des heures, se guidant à la lueur de la lune et aux aboiements de Kaiser qui semblait connaître chaque recoin de cette forêt. Finalement, ils atteignirent une vieille grange abandonnée. Essoufflés, transis, ils s'y réfugièrent. Maggie s'assit contre un mur, ses mains tremblant. Nathan posa son revolver vide à ses côtés. Olivia serra sa main, ses yeux pleins de larmes. « On n'a plus de maison, Maggie. On n'a plus rien. » Maggie leva les yeux vers Kaiser qui s'était allongé près d'eux, son flanc se soulevant et s'abaissant lourdement, mais dont les yeux restaient ouverts, veillant encore. « On a lui, dit-elle d'une voix rauque. Et tant qu'on a lui, on a une chance. » La grange était glaciale et sentait le bois pourri. Mais pour Maggie, Olivia, Nathan et Kaiser, c'était un sanctuaire temporaire. Ils avaient survécu à l'attaque de la cabane, mais tout ce qu'ils possédaient avait disparu dans les flammes. Maggie sentait encore la brûlure de la perte dans sa poitrine, mais son esprit analytique refusait de se laisser abattre. Elle n'avait pas perdu une maison. Elle avait gagné la preuve ultime que leurs ennemis étaient prêts à tout pour les faire taire. Olivia, assise sur une botte de foin, caressait son ventre avec une main tremblante. Si on n'avait pas fui par la fenêtre... Elle n'acheva pas sa phrase. Nathan, accroupi près de l'entrée, scrutait les bois avec des yeux d'aigle. Ils vont revenir. Ce n'était qu'une première salve. Kaiser, couché au sol, les oreilles aux aguets, grognait chaque fois qu'un bruit se levait dans la forêt. Malgré ses cicatrices et sa fatigue, il veillait encore. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les planches disjointes de la grange, Maggie sortit son téléphone qu'elle avait miraculeusement gardé. Elle consulta les actualités, son cœur bondit. Les images de la cabane en flammes circulaient déjà en ligne, filmées par des voisins et des journalistes locaux. La légende en bas de l'écran indiquait « Nouvelle attaque contre l'ancienne agente du FBI Margaret Doyle et son chien Kaiser. Enquête en cours. » Mais ce n'était pas tout. Un mail crypté venait d'arriver dans sa boîte. L'expéditeur, inconnu, l'objet, le sommet de la pyramide. Maggie hésita puis ouvrit. Une vidéo s'enclencha. Cette fois, la qualité était bien meilleure, presque professionnelle. On y voyait une réunion dans une salle luxueuse, murs de bois vernis, drapeaux officiels en arrière-plan. Assis autour de la table, des hommes et des femmes en costume. L'un d'eux prit la parole, un sénateur qu'elle reconnaissait immédiatement, Howard Lancaster, un visage familier des plateaux télévisés connu pour son discours sur la tolérance zéro face à la drogue. « Les pertes sont acceptables », disait-il d'un ton froid. Barnes et Ace étaient des pions. Le réseau doit survivre. Peu importe qui tombe, nous contrôlons les procureurs, les juges et assez d'agents pour éteindre n'importe quel incendie. À côté de lui, un autre homme acquiesça, un directeur régional de la DEA. Maggie sentit la bile remonter. Il n'avait jamais affronté seulement Ace et Noah Barnes. C'était un cancer métastasé jusqu'au sommet. Olivia porte une main à sa bouche. « Mon Dieu, c'est plus grand que tout ce qu'on imaginait. » Nathan frappa du poing contre le bois vermoulu. « Ils ne s'arrêteront jamais ? Ils ont des hommes partout. » Maggie pourtant voyait au-delà de la peur. Elle voyait l'opportunité. « Non, dit-elle d'une voix glaciale. Ils viennent de commettre une erreur. Cette vidéo existe. Elle prouve que le réseau remonte jusqu'au Congrès. Si on la sort au grand jour, ils ne pourront plus l'enterrer. » Mais une question cruciale demeurait. Qui leur avait envoyé ce fichier? Et pourquoi maintenant? Kaiser semble répondre à sa façon.
Il se leva brusquement, reniflant l'air, puis s'approcha de Maggie et posa son museau sur le téléphone. Comme s'il comprenait que l'appareil contenait la clé de leur survie. Maggie lui caressa la tête. « Tu as raison, mon grand. On doit le diffuser avant qu'il ne nous trouve. » Ils se mirent en marche avant l'aube. Kaiser ouvrant la voie, Olivia protégée au centre, Nathan à l'arrière. Après plusieurs heures à travers la neige, ils atteignirent la petite ville de Meadowbrook. C'était risqué, mais ils avaient besoin d'un accès Internet sécurisé et d'un lieu public où la présence de témoins limiterait les attaques. Maggie choisit un vieux café où les clients étaient déjà installés avec leurs journaux. Elle s'installa à une table près de la vitrine et brancha son téléphone sur le Wi-Fi. Elle prépara le fichier, ajouta une courte introduction enregistrée d'une voix ferme. « Ce que vous allez voir implique des figures de pouvoir au sommet de notre pays. Si vous recevez cette vidéo, partagez-la avant qu'elle ne disparaisse. La vérité doit sortir. » Puis elle cliqua sur « Publier », envoyant la vidéo simultanément sur plusieurs plateformes, accompagnée du hashtag #TruthForKaiser. Les réactions furent immédiates. Des centaines de partages, puis des milliers. En moins de 20 minutes, la vidéo était virale. Les chaînes d'information interrompirent leur programme pour diffuser l'enregistrement choc. Le visage du sénateur Lancaster, celui du directeur de la DEA, et plusieurs autres noms puissants apparurent sur tous les écrans du pays. Olivia pose une main sur son cœur. C'est fini pour eux. Ils ne pourront jamais se cacher après ça. Mais Maggie savait que c'était aussi le début d'une nouvelle chasse. Et elle avait raison. À peine une heure plus tard, plusieurs véhicules noirs furent repérés entrant dans Meadowbrook. Nathan observa par la vitrine et jura « Ils arrivent !» Maggie se leva, Kaiser immédiatement sur ses talons. « Alors on doit disparaître avant que la ville devienne un champ de bataille. » Ils sortirent par la porte arrière du café, se faufilant dans les ruelles. Kaiser aboyait par moments et guidant leurs pas loin des routes principales. Derrière eux, les sirènes retentissaient et Maggie savait qu'une fois encore, leur survie tenait à un fil. Mais cette fois, la vérité était déjà libérée. Cette nuit-là, réfugiés dans un motel miteux au bord d'une autoroute, ils regardèrent les informations sur la vieille télévision du hall. Le visage de Lancaster s'affichait assiégé par les journalistes. « Sénateur, que répondez-vous aux accusations de corruption et de complicité avec un réseau criminel ?» Le politicien, pâle, transpirant, bredouillait des dénégations. Olivia esquissa un sourire amer. Voilà ce qu'il craignait le plus. Être vus pour ce qu'ils sont vraiment. Maggie posa une main sur Kaiser, qui dormait enfin d'un sommeil lourd, la tête posée sur ses genoux. « Et c'est grâce à toi, mon garçon. » Elle sentit ses propres yeux se fermer, épuisés. Mais au fond d'elle, une certitude brûlait. La guerre était loin d'être terminée, car un empire de 27 millions de dollars ne tombait pas en une seule nuit. Mais pour la première fois, ils n'étaient plus des proies. Ils étaient devenus les chasseurs. La diffusion de la vidéo avait changé la donne, mais pas forcément en leur faveur immédiate. Si une partie du pays acclamait Maggie, Olivia, Nathan et Kaiser comme des héros, une autre partie, celle infiltrée par le réseau, les considérait désormais comme des ennemis publics numéro 1. La presse parlait d'un Watergate moderne, mais Maggie savait que ces comparaisons flatteuses ne pesaient rien face à la brutalité de ceux qui avaient perdu des millions et voyaient leur empire chanceler. Ils n'avaient plus une cabane où se cacher, plus de refuges connus. Alors, Patricia West fit transférer Maggie et les autres dans un complexe sécurisé. Une ancienne base militaire désaffectée au nord du Montana, réaménagée en centre de protection des témoins. Les murs étaient épais, les clôtures électrifiées et les gardes triés sur le volet. Maggie voulait y croire, mais Kaiser ne cessait de grogner surtout la nuit, fixant l'obscurité comme s'il y percevait une menace invisible. « Il sent quelque chose », murmura Nathan une nuit, le revolver posé à portée de main. Maggie hocha la tête. « Il a toujours su avant nous. » Olivia, couchée sur un lit voisin, une main posée sur son ventre arrondi, ajouta « Si lui ne dort pas tranquille, c'est que nous ne devrions pas non plus. » Le lendemain, Patricia West arriva en personne. Elle portait son éternel tailleur sombre, son visage marqué par les nuits blanches. « Nous avons arrêté 27 complices de Ace, » annonça-t-elle, « mais il reste des ramifications. Le sénateur Lancaster a disparu. Le directeur de la DEA a été retrouvé mort dans ce qui ressemble à un suicide. Mais nos experts parlent d'un assassinat déguisé. Quelqu'un d'autre tire encore les ficelles. » Maggie sentit un frisson courir dans son dos. Alors la guerre est loin d'être terminée. La confirmation arriva plus tôt qu'il ne l'aurait voulu. 3 jours plus tard, au cœur de la nuit, l'alarme de la base hurla.
Des lumières rouges clignotèrent dans tous les couloirs. « Périmètre compromis », répétait une voix mécanique. Nathan sortit de sa chambre, arme au poing. Olivia s'agrippa à Maggie et Kaiser bondit en avant, ses crocs découverts, prêts. Les premières explosions secouèrent les grilles extérieures. Un groupe lourdement armé attaquait la base. Pas des amateurs, des mercenaires, équipés de véhicules blindés légers et d'armes automatiques. Maggie comprit immédiatement. Ils ont payé une armée privée. Les gardes ripostèrent, mais les assaillants avançaient méthodiquement, utilisant des fumigènes et des drones pour aveugler les défenses. Kaiser, aboyant avec rage, guida Maggie et Olivia vers un couloir de service, ses pattes résonnant sur le béton. « Par ici !» cria Patricia West, surgissant de l'ombre, un Glock à la main. « La salle de commandement est trop exposée, on doit descendre dans le bunker secondaire. » Maggie suivit, Nathan couvrant l'arrière. Ils traversèrent des couloirs envahis par la fumée et atteignirent une porte blindée. Une fois refermée, le silence retomba un instant, seulement troublé par les aboiements de Kaiser et les battements de cœur affolés. Dans ce bunker, Patricia étala une carte de la base. « Ils sont trop nombreux », admit-elle. « On a 1 heure au maximum avant qu'ils percent toutes les défenses. » Maggie inspira profondément. « Alors il nous faut une autre arme que les balles. » Kaiser, haletant, posa son museau sur la table. Ses yeux fixaient Maggie avec une intensité troublante. Elle comprit. La clé, c'est encore lui. Le plan était risqué. Les vidéos récupérées sur la puce de Kaiser n'avaient pas toutes été publiées. Une partie des enregistrements montrait des transferts d'argent, des visages encore inconnus, des codes d'accès. Si elles étaient diffusées maintenant en plein siège, elles pourraient déclencher une réaction publique immédiate, forçant les assaillants à battre en retraite plutôt que d'être pris en flagrant délit. Patricia hésita. Mais si on envoie ça, il n'y aura pas de retour possible. Ce sera une guerre ouverte contre l'État lui-même. Maggie soutint son regard. C'est déjà le cas. Olivia installa l'ordinateur portable sécurisé sur une table, connecté par satellite. Kaiser, comme s'il sentait l'importance de l'instant, posa sa patte sur le clavier, déclenchant presque symboliquement l'envoi. Les fichiers furent transférés vers plusieurs serveurs à travers le monde, programmés pour se diffuser automatiquement sur toutes les grandes plateformes. Quelques minutes plus tard, l'effet fut visible. À l'extérieur, les mercenaires semblaient hésiter. Leur radio crépitait. Puis, un retrait soudain commença. Les véhicules blindés reculèrent, les drones s'éteignirent, et le feu cessa presque d'un coup. Patricia observa les caméras de surveillance, incrédule. Ils ont reçu l'ordre d'arrêter. Quelqu'un a jugé que le coût d'un massacre en direct était devenu trop élevé. Maggie s'adossa au mur, le souffle court. Alors c'est ça leur faiblesse, pas la peur de la loi, la peur d'être vu. Nathan passe une main sur son visage en sueur. Mais ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais vivre caché. Ils nous traqueront jusqu'au bout. Olivia, caressant Kaiser qui s'était couché à ses pieds, murmura « Alors on ne se cache plus, on se bat ». Cette nuit-là, Kaiser resta éveillé, veillant sur eux. Ses yeux d'ambre fixaient l'obscurité comme pour défier les ombres elles-mêmes. Maggie, en l'observant, sentit une vérité s'imposer. Ce chien n'était pas seulement un témoin, il était devenu un symbole, un rappel vivant que même au cœur de la corruption la plus noire, il existe encore des êtres prêts à donner leur vie pour protéger la vérité. L'assaut sur la base militaire marqua un tournant. Non pas parce que Maggie, Olivia, Nathan et Kaiser avaient repoussé l'attaque. Ils savaient tous que ce n'était qu'un répit, mais parce que le monde entier avait assisté à l'escalade. Les vidéos publiées cette nuit-là avaient exposé des politiciens, des officiers fédéraux, des juges et des procureurs. Le scandale fut d'une ampleur inédite, comparable au plus grand tremblement de terre politique du siècle. Pour la première fois, Maggie vit ses ennemis reculer, non pas parce qu'on les avait arrêtés par la force, mais parce que la lumière les avait privés d'ombre. Les semaines suivantes furent un déferlement, arrestations en série, conférences de presse, sénateurs forcés de démissionner. Des visages familiers, autrefois affichés comme des symboles d'autorité, défilaient désormais menottés sous l'œil des caméras. Les journaux titraient « Le réseau Kaiser » en référence au chien dont les vidéos avaient déclenché la tempête. Maggie sourit tristement à chaque fois qu'elle voyait son nom ou son visage en première page. Elle n'avait jamais cherché la gloire, mais si cela signifiait que l'histoire de son coéquipier Ryan, de la petite Emily et de tous les autres innocents retrouvait justice, alors la célébrité importait peu. Olivia, de plus en plus enceinte, avait quitté son rôle de policière pour embrasser une autre vocation. Elle témoignait publiquement.
Son visage fatigué, sa voix tremblante mais ferme, résonna sur toutes les chaînes nationales. Elle parlait de Jake, de la manipulation, des menaces, de la vérité qu'il avait voulu enterrer. Mais surtout, elle parlait de l'enfant qu'elle portait. Je refuse que mon bébé naisse dans un monde où des hommes en uniforme décident qui doit vivre ou mourir pour de l'argent. Je refuse de laisser la peur définir notre avenir. Ces mots, repris en boucle, firent d'elle une figure d'espoir inattendue. Nathan, quant à lui, trouva enfin la paix qu'il cherchait depuis des années. Après avoir témoigné devant un grand jury fédéral, il s'engagea à diriger une fondation portant le nom de sa fille, Emily's Light. L'organisation, financée par une partie des fonds confisqués au réseau, se consacrait à soutenir les familles touchées par la violence des cartels et la corruption. Pour la première fois, son combat ne se menait plus seul dans la haine, mais entouré de ceux qui partageaient son chagrin et sa volonté de bâtir quelque chose de meilleur. Et Kaiser lui devint une légende vivante. Sa cicatrice, visible sur son flanc gauche, devint le symbole d'une résistance inébranlable. On publia un livre pour enfants racontant son histoire, adapté ensuite en dessin animé. Les écoles invitaient Maggie et Olivia à venir parler de lui, les enfants brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Merci Kaiser ». Mais Maggie savait la vérité. Derrière les projecteurs, Kaiser restait un chien marqué. Ses nuits étaient parfois agitées. Ses grognements dans son sommeil trahissaient des souvenirs douloureux. Pourtant, chaque matin, il se levait, posait sa tête sur les genoux de Maggie et attendait ses pantoufles, comme pour lui rappeler que malgré les cicatrices, la vie continuait. 1 an plus tard, la vie avait pris une tournure inattendue. Maggie avait vendu ce qui restait du terrain de la cabane brûlée et s'était installée dans une petite maison proche de Missoula, assez grande pour Olivia son bébé. Une petite fille prénommée Grace Emily, et pour Nathan qui passait la plupart de son temps avec elle. Patricia West venait souvent leur rendre visite, son amitié avec Maggie redevenue aussi solide que du temps du bureau. La maison, toujours pleine de rires et de chaos, contrastait avec la solitude qui avait autrefois défini les journées de Maggie. Grace babillait dans les bras d'Olivia, Nathan racontait des histoires de guerre devant la cheminée. Et Kaiser, désormais plus âgé, s'installait au centre de la pièce comme le pilier qu'il avait toujours été. Un soir d'automne, alors que les feuilles rouges tapissaient le jardin, Maggie sortit sur le porche avec une tasse de thé. Kaiser vint s'asseoir à ses côtés, son museau grisonnant reposant sur ses pattes. Elle leva les yeux vers les étoiles. « Tu sais, mon vieux, je pensais que ma vie finirait seule, oubliée comme un dossier classé sans suite. Mais tu m'as prouvé le contraire. Tu m'as ramené dans la lutte, puis tu m'as donné une famille quand j'avais renoncé à en avoir une. » Kaiser tourna la tête vers elle et dans ses yeux brillait cette même lueur qu'elle avait remarquée le jour où il avait bondi dans la rivière. Une lueur d'intelligence, mais surtout de loyauté sans faille. Maggie caressa doucement sa tête. « Tu as sauvé bien plus que des vies, Kaiser. Tu as sauvé mon cœur. » Le chien répondit par un léger mouvement de queue comme un « je sais » avant de se lever plus près d'elle. La guerre contre le réseau n'était pas totalement terminée. Des procès étaient encore en cours, des enquêtes continuaient, mais la plus grande bataille avait déjà été gagnée. La vérité avait éclaté et un chien avait rappelé au monde entier que le courage pouvait venir de là où on l'attend le moins. 1 an et demi après l'affaire, un documentaire fut diffusé. Kaiser, le chien qui a fait tomber un empire. Les images montraient Maggie témoignant devant le Congrès, Olivia tenant Grace dans ses bras, Nathan coupant le ruban d'inauguration de la fondation Emily's Light. Mais la séquence qui fit pleurer le pays entier fut la dernière. Kaiser, installé dans le jardin, entouré des rires d'enfants, levant lentement la tête vers le ciel comme s'il savourait enfin la paix qu'il avait tant méritée. Et quand la caméra se coupa, la voix de Maggie résonna en conclusion. « J'ai passé ma vie à traquer des monstres. J'ai vu ce que l'humanité pouvait avoir de pire. Mais si j'ai appris une chose, c'est que les héros n'ont pas toujours un badge ou un uniforme. Parfois, ils ont 4 pattes, un cœur immense et la force de plonger dans une rivière glacée pour sauver une étrangère. Kaiser n'était pas seulement mon chien. Il était mon partenaire, mon ange gardien. Et grâce à lui, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour croire à nouveau en la famille, en la vérité et en l'amour. La musique monta, les images s'éteignirent, et des millions de spectateurs séchèrent leurs larmes devant l'écran. Kaiser, le chien héros, venait de graver son nom dans l'histoire. Et dans la petite maison du Montana ce soir-là, Maggie, Olivia, Nathan, Grace et Kaiser partagèrent un simple repas, rires et chaleur emplissant la pièce. La vie n'était pas parfaite, mais elle était précieuse. Et tant que Kaiser veillait,
tout semblait possible.